C'est la première fois que je fais un live sur Facebook. Coucou Laurence. Je sais pas s'il va y avoir grand monde. Dans tous les cas, je vais attendre un petit peu, puis après, je vais attendre un petit peu, puis après je vais commencer à développer, et puis bah, s'il y a des questions, bah, faut pas hésiter à les poser. J'essaie de regarder la configuration du live. C'est pas totalement le même que sur Insta. Mais ça se trouve, on va être que toutes les deux, Laurence. C'est bien possible. Bon, c'est quoi? Je vais utiliser le vieil adage. On commence, ça va peut-être faire venir du monde. Hop. Juste, est-ce que vous pouvez juste me dire si on m'entend bien? Si au niveau du son, c'est bon? Hop. Je vais augmenter un peu. Donc ce soir, l'idée c'était de parler du coup des ressentis, de la clairaudience, de la clairvoyance, comment on la développe et surtout comment on se fait confiance. Parce que mon parti pris en tout cas et mon expérience est que avant tout ça passe par une grande confiance en soi. Donc d'abord, comment se développe la médiumnité d'elle-même, toute seule comme une grande, au fur et à mesure de nos expériences. Donc après, bah, en fait, vous allez avoir autant d'explications sur la médiumnité que de personnes médium, en fait, tout simplement. Pourquoi? Parce que je crois profondément que ça s'inscrit dans le parcours de vie d'une personne, que c'est pour ça qu'en fonction des gens, ça se déclenche très tôt ou alors très tard, et sous des formes finalement qui sont très 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 différentes. Je rappelle que la médiumnité, c'est juste être canal, et qu'effectivement, on peut tous être canal. C'est pas quelque chose qui est réservé à une élite, bien au contraire. Par contre, effectivement, est-ce qu'on a tous, vocation à en faire un métier? Bah, pas nécessairement pour le coup. Mais il se trouve que c'est un outil qui est juste assez formidable pour pouvoir mener sa vie, en fait, tout simplement. Et c'est un outil qui va devenir de plus en plus, enfin ce sont des outils, pardon, qui vont devenir de plus en plus importants. On le voit bien de toute façon dans le contexte collectif, dans ce qu'on est, dans ce surplus d'informations. On a besoin de revenir à notre cœur et on a besoin d'écouter notre justesse à nous. Donc il y a beaucoup de formations autour de la clairvoyance, la clairaudience, il y en a énormément. C'est des partis pris. Je suis pas sûre que une formation en tant que telle puisse vous apprendre à être médium. Par contre, on peut apprendre à se faire confiance. Et voilà. Donc, déjà, la clairvoyance. La clairvoyance, c'est de pouvoir
voir. On dit souvent, ça s'exprime souvent sous forme de flash. Est-ce qu'on voit dès le début? Pour ma part, non. Pour moi, canal égale intuition. Pour moi, l'intuition, c'est le début. C'est la première phase. C'est-à-dire que quand on est quelqu'un qui se décrit très intuitif, c'est que pour moi, il y a un potentiel de canal derrière. Donc, on peut dire oui. Après, c'est pas systématique dans la forme, c'est dans l'expression, dans la matière. Tu peux être intuitif, mais ne pas du tout être en capacité, en tout cas pour le moment, de canaliser. Donc c'est pas, c'est en lien, c'est très en lien, puisque de toute façon, si on est très intuitif, c'est qu'il y a quelque chose derrière, c'est qu'il y a une hypersensibilité derrière qui ne demande qu'à se développer. Et du coup, voilà, c'est forcément lié. Mais on ne voit pas forcément, on ne voit pas forcément dès le début. Moi, les gens que je connais et mon expérience, en tout cas ce que je croise le plus souvent, c'est que très souvent ça commence par de la clairaudience. Je pense que ça commence pour la majorité des gens. Il y a des gens, ils commencent par la clairvoyance. Attention, il y aura toujours une exception à la règle, hein. Donc voilà, il y a des gens, ils sont clairvoyants dès tout petit en fait, hein, et puis ça reste et ça perdure et voilà. Mais j'ai envie de dire pour la majorité des gens, ça passe par la clairaudience, sûrement parce que je pense que c'est certainement la manière pour les humains d'être le plus accessible en fait. Parce que voir, ça demande déjà beaucoup de lâcher prise et beaucoup d'acceptation finalement. Parce que ça peut être assez effrayant. Enfin, c'est bête, mais si on prend des séries comme je sais pas, Medium, Ghost Whisperer, etc. Bah, vous voyez bien si on pouvait voir les défunts exactement comme on se voit nous dans la vie, je pense que pour beaucoup ça nous ferait un petit peu bizarre. Et voilà. Et d'ailleurs, enfin voilà, je pense que ça a été le cas de certaines personnes d'ailleurs. Et c'est pour ça aussi que c'est pas toujours très bien géré. Quand il y a beaucoup de gens finalement qui ont eu comment dire, qui se sont retrouvés par exemple en psychiatrie, etc. parce que bah en fait ils ont une hypersensibilité mais qui est pas forcément très bien gérée et en fait ils ont peur de leur perception. Et moi ce que j'ai rencontré le plus dans mon chemin et même encore aujourd'hui, bah, c'est des gens en fait qui ont peur de ce qu'ils perçoivent. Des gens qui font des sorties astrales et qui sont assez terrifiés parce qu'ils rencontrent des entités ou qui sont amenés à vivre des expériences bah, qui sont un petit peu remuantes à l'intérieur. Et puis je pense que c'est aussi une question de génération. Puisque effectivement maintenant ces choses-là on en parle beaucoup plus, mais il y a une époque où on n'en parlait pas du tout, c'était tabou et c'était du coup très difficile. Mais je veux dire de tout temps il y a eu des gens hypersensibles, de tout temps il y a eu des gens qui étaient en capacité déjà intuitifs et puis qui étaient en capacité de voir, d'entendre des choses, etc. Donc pour la clairvoyance elle peut en tout cas ne pas s'exprimer au début tout de suite par des flashs, mais par quand même une clairvoyance, c'est-à-dire une capacité à voir au-delà, une capacité à recevoir des informations au-delà finalement d'un filtre très terrestre. Mais ça ne va pas forcément s'appliquer dans la matière par une personne qui a des flashs. En fait, cette ouverture, elle dépend vraiment de notre histoire, de ce qu'on est capable de voir ou pas. Et je le dis beaucoup pour la clairvoyance, parce que pour moi, c'est vraiment très vrai. On ne voit finalement que ce qu'on est capable de comprendre. Et c'est une phrase du film Matrix, d'ailleurs, cette phrase que je suis en train de vous sortir, mais je la trouve très très vraie. Coucou Charlotte. Je la trouve très très vraie, parce que... comment dire, la clairvoyance c'est beaucoup plus particulier que la clairaudience. Bon, je vais faire un petit brief sur la clairaudience. Donc la clairaudience c'est entendre. On entend des choses. On entend, moi ce que je dis souvent, on entend de l'intérieur de notre tête. C'est-à-dire que c'est pas une voix extérieure, c'est comme ça qu'on différencie la schizophrénie d'ailleurs.
c'est qu'on a tendance à avoir à identifier une voix extérieure, alors que là, c'est à l'intérieur de notre tête. En fait, il y a beaucoup de gens qui font de la clairaudience en vrai sans le savoir, parce que très souvent, on a juste l'impression que c'est notre, que c'est notre moi, c'est un autre moi qui s'exprime à l'intérieur de nous. Et puis, plus on va écouter cette clairaudience, et plus on va entendre des choses différentes, avec des vibrations différentes. Je lis en même temps. Oui, c'est exactement ça. Dans les épreuves, on reçoit que ce qu'on est capable de vivre. Exactement. Et c'est exactement pareil, en fait, les choses, elles sont bien faites. Et alors ça me fait revenir à un point, c'est pour ça qu'à mon sens, on ne force pas les capacités. C'est-à-dire que moi, personnellement, mon parti pris, vous trouverez d'autres personnes qui vont me dire le contraire, hein. Mais moi, mon parti pris, c'est que faut éviter de forcer les capacités à travers des expériences. Pour la bonne et simple raison, ça peut être à travers des prises de drogue, ça peut être à travers pas mal de choses, en fait, qui sont, je pense par exemple à l'écriture automatique, qui est à différencier fortement de l'écriture intuitive, puisque c'est pas du tout le même mécanisme. L'écriture automatique va nécessiter beaucoup plus de protection. Ça veut pas dire que c'est quelque chose de mal, il y a des gens qui la maîtrisent très bien l'écriture automatique. C'est pas ce que je suis en train de dire. Mais je pense que c'est pas un outil qu'on doit mettre entre toutes les mains, et que quand on débute dans la spiritualité, c'est peut-être pas le chemin, comment dire, euh, le plus facile, en fait, tout simplement. Puisqu'on peut être amené à être connecté à des entités, à recevoir certaines choses qui sont un peu particulières, en fait, tout simplement. Et je pense qu'on se familiarise plus quand on a l'habitude. Voilà, moi personnellement, j'ai jamais voulu faire d'écriture automatique. Aussi parce que ça crée un petit peu de peur chez moi et que j'aime pas trop l'idée de possession. Mais ça, c'est moi, c'est mes filtres à moi, c'est ma peur. Si vous êtes avancé sur votre chemin et que vous le sentez, bah, j'ai envie de dire écoutez-vous avant tout. Donc voilà, ce qui est le plus facile, j'ai envie de dire, ça reste quand même la clairaudience. Quand on est dans un cheminement où on a envie de développer ses capacités, parce que des fois on n'a pas le choix. Moi j'ai des amis, ils sont clairvoyants, ils ont des flashs. Donc bon bah voilà, une fois que c'est installé, c'est installé. Mais quand on ne l'a pas et qu'on cherche à développer, je conseillerais plutôt de commencer par la clairaudience, parce que la clairaudience fait un petit peu moins peur. Et après, la clairaudience, bah, les questions qui vont se poser, ça va être comment je fais pour savoir qui me parle. Pour savoir est-ce que c'est une entité positive, est-ce que c'est une entité négative. Là, je reprends les questions que je retrouve le plus, mais surtout, n'hésitez pas si vous en avez d'autres. Donc, du coup, voilà. Donc, comment on le sait? Eh bien, ça, c'est un cheminement. C'est un apprentissage qui prend du temps et qui demande de la pratique. Parce qu'effectivement, au début, on ne discerne pas forcément ce qu'on entend. De qui ça vient? Est-ce que c'est un guide? Est-ce que c'est une entité? Est-ce que c'est un défunt? C'est pas forcément hyper évident. J'ai envie de dire que quand la clairvoyance, elle se déclenche chez les gens, en fait, quand j'ai dit clairvoyance ou clairaudience? Je me perds dans ce que je dis. Quand la clairaudience se déclenche chez quelqu'un, en général, la clairaudience, elle va être relativement protégée. Donc, il y a de très grandes chances que vous soyez plutôt en connexion avec des guides ou alors des défunts qui vous protègent, en fait, qui vous assistent, qui vous suivent. Voilà, en général, ça commence comme ça. Mais, encore une fois, ça va vraiment dépendre des expériences, du vécu, etc. Puis au fur et à mesure qu'on s'habitue à se laisser aller à écouter ses voix, c'est-à-dire à s'habituer, à être... Alors ça nécessite du calme, ça c'est sûr, du silence, de se poser. C'est pas quelque chose auquel on peut avoir accès quand on est dans le brouhaha, qu'on pense à sa liste de courses, à son fils, à l'école, à tout ce que vous voulez. Ça demande vraiment de se poser. Moi, pendant un moment, j'utilisais les mandalas. C'était une porte pour moi d'accès. En fait, c'était un moment où je me posais tout simplement.
Et du coup, c'était plus facile pour moi de canaliser. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, j'entendais des choses, et puis je les écrivais, en fait, tout bêtement. Et aussi simplement que ça, j'ai envie de dire. Et ça, au début, on se sent un peu bête de le faire. Mais il faut pas hésiter à le faire, en fait, parce que c'est comme ça que ça commence. C'est en pratiquant beaucoup. Enfin, beaucoup. Il n'y a pas de rythme, encore une fois, tout se fait par le cœur. Donc il faut que vous pratiquiez quand vous avez envie, quand ça vous fait plaisir. Il faut pas que ça soit une tâche à faire, un truc à accomplir comme ça. Sinon, on plombe l'énergie et du coup, bah, on canalise pas. On ne canalise pas non plus quand on est sous le coup des émotions très fortes. Si vous êtes... D'ailleurs, il y en a peut-être parmi vous... Quand tu parles de clairvoyance, c'est entendre des choses qui vont arriver ou c'est entendre des choses qui nous parlent? Non, c'est entendre des choses qui nous parlent. Pardon, oui, c'est entendre des choses qui nous parlent de ressenti sur les autres. Oui, oui, c'est la deuxième. Parce que entendre des choses qui vont arriver, là, on est plus de l'ordre de la clairvoyance. C'est comme ça que la clairvoyance, elle commence, en fait. Et une fois qu'elle est vraiment installée davantage, là, après, ça prend la forme de flash et il y a vraiment notre vue. Alors, c'est pareil, les flashs. Moi, personnellement, ils s'expriment chez moi sous la forme d'images comme des diapos qui passeraient comme ça devant mon regard. C'est pas mes yeux qui voient, c'est mes yeux à l'intérieur de ma tête. Donc j'ai des diapos en fait qui passent devant mes yeux et, euh, et du coup voilà, c'est comme ça que ça s'exprime. Mais ça s'est pas toujours exprimé comme ça. Pendant longtemps j'ai fait de la clairvoyance sans voir en fait. Je faisais de la clairvoyance en ressentant. Et en fait, ça commence beaucoup comme ça, par juste le ressenti. Et pour savoir si les ressentis ils sont justes, les ressentis, ils m'ont toujours dit. Quand il y a une chaleur, quand il y a quelque chose qui... C'est difficile à décrire, mais ça vient vraiment de l'intérieur. Dites-vous ça vraiment, ça vient de l'intérieur. Quand ça vient de l'intérieur, vous pouvez quasiment être sûr que c'est juste, en fait, tout simplement. Donc du coup voilà, comment on sait si c'est des projections de notre imagination ou des vrais ressentis? Alors ça, c'est pareil, la chose qui nous fait vraiment différencier les choses, c'est la pratique. Parce qu'au début, c'est quand même assez difficile de discerner les projections du ressenti très clair, de la clairvoyance ou de la clairaudience, parce que c'est pareil, on peut se dire bah, j'ai cru entendre ça, mais finalement je suis pas très sûre. Et du coup voilà. Donc c'est de l'ordre toujours du ressenti. Le mental, ça c'est voilà. Et le mental. Et le mental, le seul moyen de comment dire, le seul moyen de différencier les deux, c'est que les choses elles se fassent rapidement. Quand vous recevez quelque chose, la clairvoyance, la clairaudience, c'est rapide. C'est-à-dire ça vous arrive comme ça, en un éclair, comme une idée, une intuition, une inspiration. À partir du moment où vous allez laisser ce temps de réflexion, paf, le mental il arrive, et alors là, vous pouvez être sûr que vous savez plus. Vous savez plus ce que vous avez entendu, ce qui est vrai, ce qui est juste, et c'est le bordel. Est-ce que toutes les personnes qui ont des ressentis vont forcément avoir des visions de clairvoyance? Non, je ne pense pas parce que je ne suis pas sûre qu'on soit tous voués. En fait, c'est comme si c'était des graines qu'on avait à l'intérieur de nous. On a des graines, on a toutes ces graines. On a la graine de la clairaudience, de la clairvoyance, d'une certaine omniscience et d'une certaine conscience, puisque tout ça, ça arrive quand on monte en conscience, en fait. C'est juste ce qui se passe, et au fur et à mesure de nos parcours, on monte en conscience, et au fur et à mesure où on monte en conscience, ben, on a accès à de plus en plus de choses, en fait, à notre échelle, à l'intérieur de nous. Mais enfin moi, de ce que je ressens et de ce que je reçois, tu peux passer toute ta vie à ne jamais avoir de flash. En fait, c'est pas une obligation, c'est pas un passage obligé. Et puis ça va dépendre vraiment de ta mission de vie finalement. Moi, je me suis rendu compte avec mon parcours et surtout parce que mes guides me l'ont enseigné que en fait tout passait beaucoup par la clairvoyance. Mais
jusqu'à il y a 3 ans, je me décrivais pas comme quelqu'un de clairvoyant. Je me décrivais comme quelqu'un d'intuitif, comme quelqu'un de sensible. Mais je me décrivais pas nécessairement comme quelqu'un de clairvoyant. En tout cas, j'avais pas l'impression de percevoir l'avenir à l'avance. Ou même de voir, d'être en capacité de voir certaines choses. Alors, avec le recul, j'ai eu des flashs avant. Mais en fait, moi, je les prenais comme des projections de mon imagination, de mon mental. Donc voilà, mais là encore, ça va vraiment dépendre des parcours, ça va vraiment dépendre des personnes, des histoires, etc. Donc s'il y a bien une chose qui est sûre pour moi, c'est qu'il n'y a pas de règles. En fait, c'est pas possible d'instaurer des règles. Il y a des ponts communs, des choses communes à beaucoup de gens. Le fait par exemple que... Parce qu'on me demande du coup comment... Beaucoup on développe ses capacités. Et en fait, on les développe en cheminant. On les développe en étant curieux. Un exemple, parce que j'ai beaucoup croisé ça ces derniers mois, j'ai beaucoup de gens qui venaient me voir et qui avaient fait des sorties astrales, et qui étaient très intéressés par les sorties astrales. À un moment donné, si t'es intéressé par les sorties astrales, va lire des livres sur les sorties astrales. Et à chaque fois qu'on lit un livre sur la spiritualité, qu'on regarde un film, qu'on regarde une série, qu'on fait des rencontres, qu'on parle avec des gens de spiritualité, en fait ça ouvre des portes. Ça fait accéder à un autre niveau de conscience. Moi, je l'ai vécu à travers des lectures. Quand j'ai lu Le dialogue avec l'ange, clairement, ça a ouvert une porte complètement folle. Et puis, il y a eu toute une période de ma vie où je crois que j'ai dû regarder à peu près tous les films sur la spiritualité qui existaient. Je les enchaînais. Bon, clairement, ça a été une période de ma vie où mes capacités, elles ont été très, très, très puissantes. J'ai fait de l'écriture intuitive à non plus pouvoir. Enfin voilà quoi. Comment j'ai su que mon guide était là et comment j'ai établi ma relation avec lui. Alors, comment j'ai su qu'il était là? J'ai envie de dire par un trajet plutôt classique parce que en fait c'est une question qu'on se pose beaucoup au début du coup parce qu'on entend des choses, on se demande qui me parle, etc., etc. Et, et, et forcément, tu vas lire des livres, tu vas regarder sur internet, enfin, tu vas faire le chemin que tout le monde fait au final. Et en fait, alors sur les ressentis au niveau des guides, ce qu'on perçoit assez vite, c'est une différence de vibration, en fait. Et quand on est avec un guide, déjà, il y a une vibration qui est beaucoup plus élevée. Alors ça, par exemple, les mandalas m'ont beaucoup aidé à ressentir ces différences de vibration. J'arrivais à ressentir si par exemple j'avais affaire à un défunt qui n'était pas passé de l'autre côté, qui n'était pas dans la lumière, la vibration était beaucoup plus basse. Et parfois même j'entendais de beaucoup plus loin. La voix était beaucoup plus lointaine. Par contre, quand tu as affaire à un guide ou alors à un défunt qui est passé de l'autre côté, qui est dans la lumière et qui est plutôt un accompagnateur sur ton chemin, là la vibration elle va être beaucoup plus haute. Et vraiment beaucoup plus haute. Et voilà. Et alors, forcément, comment dire, ces perceptions au niveau des vibrations, elles vont beaucoup dépendre de ton état à toi vibratoire. Ça reste quand même important de le dire parce que qu'on le veuille ou non, eux là-haut ils font des efforts pour nous atteindre, mais ça aide quand même qu'on soit, voilà, ça ne demande pas à ce qu'on soit parfait en haute vibration tout le temps, mais plus on va être en haute vibration, c'est-à-dire plus on sera détendu, plus on sera dans l'ouverture, plus on sera serein, dans des énergies relativement positives et calmes, et mieux on canalisera, et mieux on ressentira effectivement cette reliance. Donc cette relation, elle s'est établie comme ça. Pour son nom, ça me fait rire parce que ça, c'est des questions que tout le monde se pose. Le nom de mon guide, moi, je me la suis posée, j'ai fait exactement comme tout le monde. Pardon. À me dire, à tourner en rond, à lire des bouquins, à essayer, à faire le... Vous avez plein de tests qui existent. Celui de la bibliothèque en est un, c'est-à-dire que vous demandez à avoir le nom de votre guide. Vous allez vers votre bibliothèque, vous prenez un livre. Il y a des tas de gens qui la donnent cette méthode, c'est la méthode la plus utilisée, etc.
Ou vous ouvrez un livre à une page, et voilà. Enfin, il y a plein de manières de la faire, cette méthode, en vrai. Pour faire court, je ne connais pas le nom de mon guide. Je ne le connais pas. Je ressens son énergie. Je connais le nom de mon ange gardien, parce que je l'ai demandé, et que je l'ai demandé avec insistance, et je l'ai obtenu. Mais si vous voulez, ça c'est vraiment des choses... et ça encore, hein, vous avez dû l'entendre d'autres personnes, parce qu'on est beaucoup à le dire en vrai. Dans les débuts, on trouve que les noms, ils sont très rassurants en fait. Donc, en fait, on applique les mêmes règles que sur Terre. Quand on rencontre quelqu'un, on a son nom, son prénom, on a son identité. Mais finalement, sur ces ressentis, on nous demande vraiment d'être sur de la vibration, d'être sur du ressenti vibratoire, plus que d'être sur du copier-coller de noms. Donc le nom de ton guide, tu peux l'obtenir. Si tu le demandes, et si c'est vraiment très important pour toi, tes guides, ils s'arrangeront pour que tu le reçoives, en fait, tout simplement. Parce que, voilà, les choses sont bien faites, et qu'ils aiment bien nous rassurer. Mais ils aiment bien aussi, des fois, déconstruire certaines choses. Et moi, ça a été mon cas. Il a fallu que je fasse le deuil d'apprendre le nom de mon guide, parce qu'en fait, c'est pas très important. Et puis en fait, on finit par tisser un lien qui est beaucoup plus intime. Enfin, je sais pas comment dire, c'est vraiment une connexion. De toute façon, si, c'est intime, puisque je veux dire, il est tout le temps avec moi, il est tout le temps dans ma tête, il est tout le temps dans mon cœur, il est tout le temps là. Donc, y compris pour les défunts qui m'accompagnent, y compris, voilà. Alors, je réponds juste sur les mandalas, puis après je reviendrai sur les défunts. Les mandalas, en fait, c'est des dessins. Souvent, ils ont des formes de cercles avec des formes et tout. T'as déjà dû en croiser. Les mandalas, c'est assez connu. Puis tu les coloris, c'est souvent un anti-stress. Et il se trouve que c'est des portes vibratoires très très grandes, les mandalas. Donc si t'aimes le coloriage et que t'as envie de prendre ce temps, voilà, c'est un truc assez sympa. Est-ce toujours le même guide ou en a-t-on plusieurs? C'est toujours le même guide, mais on peut en avoir plusieurs. On n'en a qu'un qui est assigné à nous depuis notre naissance, enfin, qui nous suit même depuis notre incarnation, c'est-à-dire depuis là-haut. Enfin là-haut. Il n'y a pas de là-haut, mais moi je suis encore. Pour moi c'est plus simple de parler comme ça. Mais effectivement, sur des missions, certaines missions, par exemple, quand vraiment chez moi la question de devenir médium, c'est d'en faire mon métier et d'arriver dans ma vie, j'ai eu un guide beaucoup plus spécifique sur ces questions-là. Pareil, si on doit se former à certaines choses, puisque moi, en fait, je suis vraiment formée par mon guide, par mes guides. Je suis vraiment formée par eux. C'est-à-dire que ma formation, elle a lieu dans ma tête. Là, effectivement, tu peux avoir plusieurs guides momentanément, des fois sur des périodes de ta vie, quand on a besoin. Et ben, t'as un autre guide qui arrive et qui vient assister les autres. Totalement, ouais. On peut en avoir plusieurs. Ça dépend vraiment, en fait, de ce que tu es censé faire, tout simplement. Plus tu vas avoir besoin d'aide pour accomplir une mission, je sais pas, je pense à des gens qui voudraient monter des structures pour aider d'autres personnes, pour aider le collectif, etc. Ça va être des gens assez facilement qui vont être aidés par plusieurs guides. Mais ça peut être le cas si tu rencontres des problématiques particulières dans ta vie, en fait, et que tu as besoin d'une aide bien spécifique. Voilà, sachant qu'on a aussi beaucoup de défunts qui nous accompagnent, qui nous protègent, qui veillent sur nous, qui décident de veiller sur nous. Il y en a certains, c'est une mission, plus ou moins temporaire. Voilà, donc on n'est jamais, mais vraiment, jamais seul très longtemps. Donc, donc du coup, voilà. Et les défunts, oui, c'est pareil, ça va être du ressenti vibratoire. Mais je dirais que la seule obligation, c'est vraiment de se poser. Pas forcément de faire de la méditation en tant que telle, même si je le cache pas, ça aide vraiment. Maintenant, j'ai conscience que c'est difficile pour beaucoup de gens de se poser, de méditer. C'est pas une évidence en fait.
Donc à partir de là, faut juste essayer de retrouver le calme. C'est pour ça que je vous donne la technique des mandalas, parce que il y a aussi beaucoup de gens qui se disent bah moi j'aime pas méditer, j'y arriverai jamais quoi en fait, je me connecterai jamais à mes guides parce que je déteste méditer. Et en fait c'est là où moi j'insiste sur le fait que ça passe pas forcément par la méditation, ça passe par un moment où on est posé et on décide d'ouvrir les possibles et de recevoir en fait. C'est surtout ça. Donc après, c'est bête, mais ça peut très bien se faire en jardinant ou en cuisinant en fait, en faisant des choses qui émanent de notre cœur et qui nous posent, qui nous apaisent. Parce que quand on est dans cet état-là, c'est exactement la même logique que les rêves en fait, hein. Quand on rêve, on est endormi, donc on est accessible pour eux. Bah là, c'est pareil. Si dans notre quotidien, on ressent de l'apaisement et on est dans le silence, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans le mental, on est juste dans la pleine conscience, c'est-à-dire à faire ce qu'on a à faire, mais sans utiliser notre mental, juste en faisant ce qu'on a à faire, et ben alors là, on peut recevoir. Comment sait-on qu'on parle à notre guide et pas à nous-mêmes? Franchement, cette question, elle touche beaucoup à la pratique. Comment sait-on qu'on parle à notre guide et pas à nous-mêmes? Tu parles de ressenti du cœur, mais comment concrètement on le sent? C'est vraiment de la pratique. C'est vraiment de la pratique. Après, ton guide et toi-même, clairement, c'est pareil. En fait, c'est une partie de toi. C'est pour ça que faudrait presque voir les choses comme si on recouvrait une mémoire, en fait. Parce que pour beaucoup d'entre nous, on a toujours été intuitif. Donc, toutes ces choses-là, elles sont dormantes à l'intérieur de nous. Mais c'est pas parce qu'elles sont dormantes qu'elles ne se sont jamais exprimées. Moi, par exemple, ces dernières années, j'ai vécu beaucoup de réminiscences où en fait, je me suis rendu compte que effectivement, jusqu'ici, je me disais, bah non, moi, j'ai pas été médium parce que bah je prenais des grands parcours de médium ou des gens qui avaient fait des EMI et je me disais, mais moi, je suis pas comme eux. Enfin, voilà, quand j'étais enfant, je voyais pas de défunts. Enfin, et en fait, mes guides, ils m'ont ramené des souvenirs que j'avais complètement occultés et qui m'ont fait me dire effectivement que bah si, en fait, si, j'étais toujours comme ça. Sauf qu'avant, je me disais que c'était moi-même qui parlais. Tu vois, je me disais pas que c'était un guide, puisque pour moi, c'est pas que ça n'existait pas, mais c'est pas que ça n'existait pas, mais j'étais pas connectée à ces choses-là. Moi, j'ai pas grandi euh, dans un milieu spirituel particulièrement, donc j'avais pas les codes en fait. Et puis, encore une fois, même si je suis jeune, même à ma génération, on n'en parlait pas beaucoup de ces trucs-là. Quand j'étais plus jeune, c'était pas foufou. Donc, en fait, je crois que la montée en conscience, c'est surtout une remontée de mémoire, en fait, surtout de souvenirs qu'on a, où en fait, on a toujours été sensitif, on a toujours été intuitif, on a toujours été hypersensible. Mais on l'exprimait juste pas comme on peut l'exprimer maintenant, c'est-à-dire en se disant, bah oui, effectivement, là, j'entends quelque chose, et là, c'est mon guide. Et après, au niveau vraiment du ressenti du cœur, c'est du lâcher prise. Ça m'embête de le dire hein, parce que je me souviens très bien à quel point je ne supportais pas entendre ça il y a une époque. Et pourtant, ça passe par là, c'est-à-dire c'est vraiment... je vais pas dire que c'est de l'entraînement, parce que l'entraînement nécessite un effort. Et encore une fois, quand on est dans l'effort, ben, on n'est plus dans le cœur. Mais plus tu vas t'accorder des temps de silence, et je vais répondre à la question sur la musique en même temps, parce que ça a été une question pour moi, donc elle est très intéressante. Il y a des périodes de ma vie où je ne supporte pas le silence, où c'est angoissant pour moi d'être dans le silence. Et du coup, moi aussi, je me disais, bon, j'aime pas trop ça, donc... Et effectivement, c'est pour ça que moi j'utilise beaucoup les musiques de guérison, les musiques de... toutes ces musiques qu'on trouve sur YouTube, vous tapez musique chakra du cœur, musique chakra du troisième œil, musique qui, à mon sens, fonctionne très bien. Et j'en profite pour rajouter un élément, c'est-à-dire que toutes ces perceptions, elles se développeront à partir du moment où vous y croyez. C'est-à-dire que vous mettez l'énergie de la foi dedans.
Si vous y croyez qu'à moitié et que vous vous dites que ouais, non, mais bon, oui, oui, ça existe, mais enfin bon, tu vois, si t'es dans cette énergie-là, ça prendra pas. C'est un petit peu comme les enfants avec la magie, quoi. Il y a vraiment un besoin de croire que ça existe, et à partir du moment où tu crois que ça existe, bah, tu ouvres un espace où c'est possible qu'il se matérialise quelque chose, en fait. Et c'est tout ce que je vous dis depuis tout à l'heure, en fait. C'est ce mélange de toutes ces choses-là, ces connexions de toutes ces choses-là ensemble qui vont faire que on développe ces capacités. Et c'est un petit peu à chaque étape. Mais ça commence effectivement par un minimum de calme. Tu peux mettre une musique, faut juste pas qu'il y ait de paroles. C'est le seul... parce que les paroles vont entraîner le mental en fait, tout simplement. Donc voilà, tu peux mettre du piano, tu peux mettre voilà, tout ce qui... en plus, ils aiment beaucoup ça. Ils aiment beaucoup beaucoup la musique. Que ce soit les défunts, les guides, les anges, ils aiment beaucoup beaucoup la musique. Ils trouvent que c'est une invention formidable, que ça nourrit l'âme, et du coup ils adorent ça. Ils adorent ça. Donc oui, la musique, oui, sans parole. Parce que c'est trop perturbant pour le mental et du coup on se concentre pas. Donc voilà, et ce ressenti du cœur, il est difficile à décrire parce qu'il s'éprouve en fait. Je me rends compte en vous parlant qu'il y a des choses que j'ai du mal à décrire parce qu'elles s'éprouvent. C'est quelque chose qui s'exerce pas, mais qui se ressent vraiment. Donc en fait, il faut le vivre. Encore une fois, moi je vous décris ça, mais vous parleriez à une autre médium, elle vous le décrirait autrement, et ainsi de suite. Donc c'est pour ça que c'est toujours un peu frustrant, parce que quand on regarde des vidéos sur la spiritualité, sur les capacités, au final on dit toujours les mêmes choses. La connexion avec le cœur, la méditation, le calme, c'est toujours les mêmes règles. Mais parce qu'en même temps, y en a pas d'autres, quoi. Donc du coup, c'est vrai que c'est à partir du moment où tu t'offres un espace de réception, c'est-à-dire un espace de calme, à partir d'un certain moment, si t'es patient, il va se passer quelque chose à l'intérieur de toi. Et là, tu vas le ressentir, ce truc du cœur là dont je parle. Tu vas vraiment le ressentir. Il y a une ouverture qui se fait, et, et tu te laisses toucher par quelque chose qui est indescriptible, qui est vraiment, vraiment indescriptible. Indescriptible. La connexion avec un guide ou ressentir une présence angélique autour de soi, quand on ressent vraiment... Moi, ça m'est beaucoup arrivé dans des moments où, justement, les débuts de ma spiritualité, enfin les débuts, vous m'avez compris, parce que, encore une fois, j'ai toujours été un être spirituel, mais... Ah bah totalement. Bah de toute façon, la communication animale, elle découle de ces enseignements-là. C'est exactement la même chose. Totalement. C'est pour ça que normalement, tu as de très bonnes bases pour travailler. Mais, c'est hyper intéressant. Et c'est vrai que les premières fois où vraiment j'ai eu ces... Parce qu'en plus, quand on commence à s'exercer, on ressent tout très fort. Tout très 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 fort. Tout est très intense, tout est c'est même presque perturbant en fait, parce que ça déstabilise quoi. On n'a pas l'habitude en fait tout simplement de vivre des expériences. C'est exactement comme les synchronicités avec les animaux, etc., etc. Enfin, je veux dire, c'est des choses qui sont quand même assez perturbantes en fait. Donc, donc du coup voilà, et il y a eu des moments de ma vie où ça m'est arrivé ces dernières années d'être triste, de galérer avec ces épreuves et ces compréhensions et d'être au fin fond de mon lit, mais vraiment caché sous ma couette en mode j'en peux plus quoi, je veux que ça s'arrête quoi, c'est plus possible. Et de sentir à ce moment-là, de sentir tout autour de moi, mais c'est tout autour de moi. Je ressentais comme s'il y avait plein, plein, plein de monde qui était tout d'un coup descendu. Et alors là, tu te sens enveloppé de quelque chose.
Ces sensations, tu peux les ressentir, c'est peut-être déjà des choses que vous avez ressenties pendant des soins énergétiques. Des fois, pendant des soins énergétiques, on a des connexions très très profondes au cœur et on ressent cette espèce d'amour là qui est pur, mais qui est complètement, enfin, je veux dire, c'est totalement hallucinant cette sensation, elle est complètement hallucinante. Il y a une pureté dans ce sentiment qu'on on sait, on le ressent, ça peut pas être l'imaginaire parce que ton esprit est pas capable de créer un amour comme ça en fait. Il est pas capable de créer une sensation comme ça. Parce que l'être humain ne, ne, ne peut pas en fait créer ces choses-là, tout simplement. C'est totalement peu probable. Donc du coup voilà, je regarde en même temps mes notes pour. Merci d'être passée Charlotte, merci beaucoup de ta présence. Je regarde en même temps mes notes pour voir si j'ai oublié de vous dire des trucs. Bah, vous avez posé beaucoup de questions en fait hein, que j'avais notées. C'est les questions les plus classiques en fait, tout simplement. Ouais, non, c'est tout. Hein. Les diapos, ouais. Ouais, et puis un guide va toujours respecter ton libre arbitre, ça c'est important. Toujours, toujours. Ça c'est. Alors qu'un défunt, si c'est un défunt, une entité, tu peux avoir des entités où tu vas sentir, parce que dans ce que tu vas entendre, ça va être un peu blagueur, ou un peu ironique, ou un peu parfois même désagréable carrément, et dans ces cas-là, faut fermer parce que c'est clairement pas une entité positive. Donc, vous lui dites au revoir avec beaucoup d'amour. Mais sinon, ouais, pour les défunts et pour les guides, par exemple, un guide, jamais ça n'aura cette tonalité-là. Jamais, jamais un guide sera moqueur. Jamais, jamais. Ils peuvent être durs, mais ils sont pas durs méchants. Ils sont durs comme un père bienveillant. C'est-à-dire, si par exemple on est très en colère ou qu'on traverse quelque chose de difficile, ils vont avoir une espèce de dureté, mais pas du tout malveillante, plutôt vraiment comme quelque chose de cadrant, d'entourant, mais pour pas pour pas partir en sucette en fait, tout simplement. Donc ils peuvent être durs dans la manière dont dans leur énergie. Ce serait pas dans leurs mots, jamais. Ils sont toujours bienveillants dans leurs paroles, ça c'est clair et net. Par contre, l'énergie peut être ferme. C'est vraiment ça, ferme. Par contre, effectivement, un guide ne sera jamais malveillant, jamais moqueur, vous poussera jamais à faire des choses. Jamais. Si vous entendez des choses qui vous poussent à faire d'autres choses, c'est pas un guide. Ça c'est clair et c'est net et c'est précis. Puisque le guide, il accompagne. Il va guider, pour le coup, vraiment. Donc il va vous indiquer la voie la mieux pour vous. Mais en respectant votre libre arbitre, toujours. Donc en fait, vous avez le droit de ne pas l'écouter. Et vraiment dans leurs mots, si vous faites de la clairaudience, si dans les mots, ils sont comment dire, je sais pas, désagréables ou cassants, ou clairement, c'est pas un guide. Ça, c'est des bonnes manières de reconnaître. Par contre, voilà, c'est pas le monde des bisounours non plus, donc si la situation le nécessite, ouais, ils sont fermes. Mais là encore, c'est important, ça va vraiment dépendre des personnes. Par exemple, moi, j'ai une vraie tête de cochon, j'en fais qu'à ma tête, je suis très têtue, donc j'ai des guides fermes. Voilà, parce que mon cas le nécessite. Il y a d'autres personnes qui n'ont pas de guide ferme parce que, en fait, ils n'ont pas le même caractère que moi, tout simplement. Donc, ça aussi, c'est important à prendre en compte.
Et c'est pareil pour tout le monde. Donc voilà, ça dépend aussi vraiment de notre personnalité. On n'aura pas un guide hyper ferme si au final notre personnalité elle est plutôt ouverte et qu'on n'est pas très têtu, quoi. Moi je suis très têtu et j'en fais qu'à ma tête. Donc bah, ils n'ont pas trop le choix que de m'envoyer des guides qui vont me rappeler un petit peu à l'ordre. Comment tu nommes l'impression que l'on ressent par exemple si on entre dans une pièce? Ben, j'allais dire de la clairsentience, mais en fait ça dépend parce que la clairsentience c'est vraiment euh, tu me poses une colle. Attends que je réfléchisse. La clairsentience, c'est les ressentis plutôt physiques qui vont passer par ton corps. Donc, effectivement, tu arrives dans une pièce, tu ressens l'énergie de la pièce. Euh, Ouais, j'aurais tendance à dire que c'est de la clairvoyance. Hmm. C'est ce que je dirais, moi, la clairvoyance. Parce que de la clairaudience, ça peut pas être ça puisque t'entends, et la clairsentience, ça passe vraiment par le corps. Alors ça aussi c'est une autre, je l'ai pas précisé dans l'intitulé, mais c'est des choses qui peuvent arriver. Moi j'en fais très peu de la clairsentience. Je pense que c'est pour ça que je ne l'ai pas spécifié. Mais la clairsentience, voilà, ça passe par les ressentis au niveau du corps. C'est assez particulier pour avoir côtoyé des gens qui le vivent, mais c'est pas forcément, enfin comment dire, euh, enfin aussi, enfin ça dépend des expériences, ça peut être plus ou moins agréable. Mais oui, je dirais ça parce qu'en plus, quand t'arrives dans une pièce, en général, du coup, si tu ressens quelque chose, c'est que t'es connecté à des événements qui ont eu lieu dans la pièce, à des choses, donc effectivement, ça évoque plutôt la clairvoyance. Effectivement. Donc voilà, je réfléchis pour voir si je peux évoquer d'autres choses par rapport à ça. Sur les guides, sur comment savoir qu'on est avec un guide. Euh, de toute façon, comment dire, plus vous allez être concentré. C'est-à-dire que ce qui est important, c'est l'intention. T'as l'intention, bon puis clairement la prière aussi, hein. Quand on commence, c'est quand même une bonne base à avoir, parce que la prière, elle donne un cadre protecteur. Qui fait que si tu pries, et qu'en plus t'envoies l'intention de parler à un guide, ou de parler avec ton ange gardien, il n'y a pas vraiment de raison pour que ça soit pas le cas. Si tu ne pries pas et que ton intention elle est un peu floue, là il y a plus de chances que ça. Ah bah totalement. Est-ce que ce soir je peux demander à mon guide de me parler? Mais totalement. Bah mais carrément. Ça c'est des trucs pareils qu'on peut demander le soir avant d'aller se coucher. D'avoir une connexion avec son guide ou de recevoir un signe. Et puis bah, soit on le vit dans la nuit, soit on le vit le lendemain. Et alors un truc que je faisais aussi beaucoup pour me rassurer, c'est demander à ce que quand j'étais pas sûre de ce que j'avais entendu ou de ce que j'avais vu ou de la perception que j'avais, dans les débuts, je demandais beaucoup à ce qu'on me le répète 3 fois, qu'on me le montre 3 fois. Et si j'avais la répétition des 3 fois, ou si on me confirmait 3 fois ce que j'avais reçu, bah là je savais que c'était bon. Ça marche pour les prénoms. Par exemple, quand tu veux savoir le nom de ton guide, si tu veux être sûr d'avoir bien entendu, tu demandes à ce qu'on te le répète. Et si on te le répète 3 fois, a priori, c'est tu peux être quasi sûr de l'info. C'est ce que j'avais fait pour le prénom de mon ange gardien. Ah bah totalement. Ah bah totalement. Alors ça, demandez, vous recevrez, c'est vraiment une règle qui est hyper efficace et qui fonctionne hyper bien. Hyper, hyper bien. Donc pour se rassurer, bah, la prière. Alors, pas besoin d'être religieux, c'est vraiment les prières qui vous vont. En tout cas, que vous vous créez un cadre de sécurité. Il peut y avoir des phrases que vous pouvez créer vous-même. Moi, par exemple, ce que je dis, et ça, c'est grandement grâce à Eric Cotsiras. Merci Eric.
Je dis souvent à toutes les sources d'amour et de lumière de l'univers. Ça, je sais à qui je m'adresse. Je mets un cadre. Du coup, je suis sûre de pas aller capter des trucs chelous en haut ou en bas que je voudrais pas avoir, quoi. Après, ça fait aussi partie de l'expérience que d'avoir des contacts avec des entités qui viennent du bas astral et qui sont pas forcément terrifiantes, hein, mais ça fait aussi partie du chemin et il faut l'accepter, quoi. Mais la prière, c'est un bon moyen de se protéger et d'être sûr de avec qui on parle. Ça, voilà. Et alors, la prière et les mandalas, ouais. De toute façon, dès que vous allez ouvrir une porte, hein, faut se protéger beaucoup, enfin, faut pas trop en abuser non plus, mais je vous dis déjà rien que par une simple prière, une intention du cœur, c'est important. Bah, ouais, on n'y pense pas beaucoup au début. Je prie beaucoup plus que je ne prie au début, clairement. Euh, mais c'est important. Et franchement, avec les énergies collectives qu'on se tape, euh, oui, faut prier. J'aurais même dû commencer par ça. C'est quand même important. Parce que voilà. Et si vous avez envie de tenter l'écriture inspirée, voilà, l'écriture automatique, clairement, si vous priez pas, si vous vous protégez pas, moi je ne réponds de rien. Ça viendra pas de moi ce conseil. Parce que c'est une folie pour moi de faire ça sans se protéger. Mais même l'écriture intuitive, c'est bien de poser une intention et puis de faire une prière. La prière, vous pouvez totalement l'inventer. Il n'y a absolument pas besoin que ça soit une prière religieuse. Si vous êtes allergique à la religion, bah, surtout, ne prenez pas... Voilà, moi je prends le Notre Père parce qu'il me parle et que je trouve qu'elle est très puissante cette prière. Mais il n'y a rien qui vous oblige à utiliser ça et vous pouvez totalement créer vos prières vous-même. Je trouve ça même chouette en fait. C'est plutôt une belle chose. Donc voilà, c'est des choses qui sont importantes parce que le contexte collectif brasse beaucoup les énergies, que du coup le bas astral là, a beaucoup été remué et que du coup bah il y a aussi beaucoup puis bon il y a beaucoup d'entités sur Terre, de défunts errants et il y en a beaucoup qui ont besoin d'aide, donc eux forcément ils vont voir de la lumière, ils vont venir quoi. C'est voilà. Ils sont encore une fois tout autour de nous en permanence, donc voilà. Et ils demandent qu'à être aidés, écoutés et aimés, donc du coup, voilà, c'est mieux de poser une intention. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme moyen de protection? Bah, le sel, clairement, le sel, les encens, la sauge, le palo santo, enfin voilà, tous ces encens-là qui sont sympas dans la protection basique, j'ai envie de dire. Ouais, sans trop en faire non plus, parce qu'après, il y a des encens plus forts pour des situations, euh, voilà, soit sur des défunts très en colère, soit sur de la sorcellerie, tout ça. Là, on va passer sur des encens qui sont un petit peu plus costauds. Mais là, pour des choses comme ça, le Palo Santo, par exemple, fait très très bien l'affaire. Très très bien l'affaire et purifie bien la pièce. Euh, et il purifie bien la personne aussi, quoi. Oui, le sel, de toute façon, c'est un indispensable. Le sel est un indispensable. Euh, Moi, j'en utilise beaucoup, quand même. Donc, je le pose dans un récipient. Soit je le mets à côté de moi. Après, moi, à la maison, il y en a partout, mais, euh, mais oui, tu peux le poser dans un récipient à côté de toi. En avoir dans la main ou frotter tes mains avec. Enfin voilà, il y a plein de manières en fait de procéder. Là encore, j'ai envie de dire, il faut vraiment t'écouter. Et puis, c'est là où je dis qu'il n'y a pas de règles. Enfin, dans les rituels, on se les crée quoi. Le sel est protecteur, mais après la manière dont tu vas l'utiliser, tu peux totalement te créer un petit rituel avec le sel qui t'appartient. Et j'ai même tendance à dire que plus on va créer nos rituels, nos prières tout seul, et plus la connexion est forte, parce qu'en fait on s'approprie vraiment quelque chose. Et du coup, ça a encore plus de puissance, quoi, finalement.
au même titre que quand on crée sa prière. Enfin, je veux dire, si tu crées ta prière, ça a un sens totalement différent, quoi. Donc, tout est dans l'intention et le cœur que tu vas mettre dans les choses. Ça a énormément de puissance. Énormément de puissance. C'est quelque chose qu'on néglige beaucoup en vrai dans le quotidien, quoi. Vraiment. On le néglige énormément. Donc, c'est important, ouais. Il y a plein de manières, il y a plein de manières. Plein, c'est ça qui est chouette aussi. C'est ça qui est chouette aussi. Je regarde, je réfléchis en même temps. La protection, l'intention, puis la foi, forcément. Forcément, ces trois choses, ça reste quand même des piliers dans le fait de pouvoir développer ses capacités, mais surtout là, s'asseoir dans la pratique. Parce que si tu crois pas en ce que tu fais, il n'y a pas grand chose qui va se développer en fait. Donc c'est des piliers qui sont importants si tu veux pratiquer régulièrement. Puis il faut vraiment jouer. Ça aussi c'est important, il faut jouer. Dans une dernière des vidéos, je parlais de quand tu es en voiture là, et de tu vois, chercher ton trajet, tu mets pas ton GPS et tu te repères, mais c'est ça, il faut jouer en fait. La pratique, elle passe par le jeu, et plus tu vas jouer, et plus ça va être. Donc ça peut être des jeux de deviner. Deviner qui va t'appeler, deviner des images, deviner des mots, deviner. Enfin voilà, le jeu, ça reste un moyen qui est assez formidable pour pratiquer. Et ce qui est cool, c'est qu'en plus, ça peut être fait à plusieurs. C'est-à-dire que si dans vos entourages, vous êtes plusieurs à être dans cette logique d'avoir envie d'être plus à l'écoute de vos ressentis, eh ben, du coup, vous pouvez carrément faire une soirée qui est consacrée à ça, et au final, c'est dans le jeu, c'est cool. Et voilà, tant que vous appelez pas des défunts, franchement, tout me va. Parce que ça, bien évidemment, ça reste le truc à ne jamais faire. Les défunts viennent nous voir, c'est pas à nous de les appeler. Ça reste une règle importante, y compris euh, les gens qu'on aime trop fort. Alors quand je dis les appeler, c'est pas bien sûr que vous avez totalement le droit de penser à des êtres qui vous ont quitté. Voilà. Quand je parle d'appeler, c'est vraiment à travers soit une séance de spiritisme, soit être vraiment très très concentré à appeler quelqu'un, quoi. Mais avec l'intention de le ramener vers nous, parce qu'il voilà. Et ça, c'est des choses qu'il faut éviter parce que déjà, ça les rend pas très heureux, et puis ensuite, c'est pas très bon pour vous et c'est pas très bon pour eux. Et surtout, vous risquez surtout d'avoir une entité qui se fait passer pour le défunt que vous cherchez. Et voilà. Et là, vous risquez de créer une blessure et puis surtout d'avoir un truc qui vous colle au basque que vous n'avez pas demandé. Donc voilà, on n'appelle pas les défunts, on les laisse là où ils sont, se reposer. Enfin, vivent leur vie, parce qu'en l'occurrence, ils vivent leur vie. Mais voilà, je vous dis ça parce que j'ai eu des gens autour de moi voilà, qui pouvaient pratiquer la planche Ouija, des choses comme ça. Et clairement, moi, c'est vraiment des choses que je ne valide absolument pas, et que même moi, je le ferais pas. Et pourtant, d'une certaine façon, je pourrais parce que j'ai les protections pour. Mais il y a d'autres manières de procéder, je crois, que d'utiliser ces pieds-là. Voyez, voilou. Voyez, voilou. J'en profite pour regarder l'heure quand même, parce que moi je suis une grande bavarde, alors on peut être là jusqu'à 3h du matin. Mais l'idée c'est pas ça, donc du coup voilà. Je ne sais pas, moi j'ai fait le tour en tout cas de ce que je voulais transmettre à travers ce live. Je sais pas, Laurence, de toute façon t'es toute seule, ma chérie, tu t'es restée avec moi jusqu'au bout, c'est tellement mignon. Est-ce que tu as d'autres questions? Est-ce qu'il y a d'autres questions qui te viennent, ou est-ce que c'est bon pour toi? Ah bah voilà. Bah oui. Bravo à toi. Bravo.
Et merci, hein. Merci. Merci beaucoup. Non, faut pas. Mais n'hésite pas, hein, si t'as des questions, hein. Moi, je suis pas aux pièces, hein. Je peux continuer, hein, un petit peu. Mais faut que tu vois, faut que ça te parle, quoi. On a bien balayé, cela dit, le terrain. Oh, merci, Laurence, c'est trop mignon. On a bien balayé le terrain, là, les grandes lignes, en tout cas, sur le développement des capacités. Je peux guère. C'est quelque chose qui est un peu frustrant quand on commence. C'est que. euh, Coucou Anaïs! Coucou, ça va? Quand on commence, on a envie d'avoir des choses plus concrètes en fait. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on comprend avec le temps, mais c'est vraiment quelque chose qui doit passer par l'expérience. C'est pas du tout quelque chose qu'on peut copier-coller sur les autres ou avoir des méthodes toutes faites parce que on peut avoir des méthodes, mais je vous dis, il y en a, ça va passer par la méditation, l'autre, ça va passer par toute autre chose. On est très inégaux, donc en fait, bah, nos guides, ils choisissent des moyens qui nous ressemblent. Donc on peut pas avoir de recettes. Mais vas-y, Anaïs, nous t'écoutons. Mais c'est vrai que ça peut paraître énervant au début, quand on commence ça, parce qu'on a envie d'aller vite, on est hyper curieux, et du coup, voilà quoi. Ça veut dire quoi quand on a un voile sur le troisième œil? C'est une bonne question. Qui t'a dit ça? Euh, Mais c'est une bonne question. Avoir un voile sur le troisième œil, bah, je sais pas. Je pense que c'est le cas des trois quarts de l'humanité, quand même. Mais oui, alors je crois voir ce qu'ils veulent dire. Je pense que c'est une manière de dire qu'en fait, euh, c'est ce que je disais au début du live. En fait, je pense que c'est l'expression de ce que j'expliquais au tout début quand je disais qu'au début je faisais de la clairvoyance mais sans voir en fait. C'est-à-dire que je ressentais, je pressentais les choses à l'avance, je, je. Ouais, mais c'est exactement ça, voire flou. Mais non, mais tu pouvais pas mieux l'exprimer en fait. C'est exactement ça, Laurence. C'est qu'en fait, tu fais de la clairvoyance, mais qu'à moitié. Parce que l'ouverture, elle est pas encore complète. Alors, parce que c'est peut-être pas le moment, tout simplement, parce que t'es peut-être pas prête, parce que c'est ce qu'on expliquait dans le live, il y a quand même une notion d'être prête à. Soit tout simplement parce que bah il y a un frein, il y a un blocage, il y a une peur, et dans ces cas-là, bah assez naturellement, moi ça a été beaucoup mon cas. euh, je sais que je freine ma clairvoyance. J'ai tendance à la freiner parce que bah, ça va dépendre. En sommeil, oui, on peut dire que c'est en sommeil, d'une certaine façon. Mais après, ça se trouve, elle s'exprime quand même, en fait, tu vois, cette clairvoyance. Mais c'est juste qu'elle va pas s'exprimer par des flashs nets, précis, etc., tu vois. L'exemple, c'est, je te dis, moi, les défunts, je les ressens. Je les ai ressentis longtemps. Il y a quelques temps, depuis quelques temps, je me mets à les voir. Mais c'est très récent. Et pourquoi? Parce que si au début, s'il y a 6 ans en arrière, j'avais vu un défunt, crois-moi, que je serais partie en courant, j'aurais fermé la porte, et puis c'était tout en fait, j'aurais tout arrêté. Mais ça, c'est moi. Il y a des gens, ça leur pose beaucoup moins de problèmes en fait, et du coup, ils vivent ça vachement plus naturellement. Et c'est pour ça que c'est important de se dire, il n'y a pas de règle, on est tous très différents là-dessus. Donc je dirais pas que c'est en sommeil, parce que je pense qu'en fait, chez toi, ça s'exprime, mais ça s'exprime pas entièrement, pas pleinement, pas à son potentiel le plus élevé en fait. Mais c'est quand même là parce que Ah, mais je te dis ça pour échanger régulièrement avec toi quand même. Non, je considère pas que c'est en sommeil. Après, oui, elle est certainement pas développée à son plein potentiel. Donc t'es au minimum en fait. T'es au minimum syndical du troisième œil. Voilà. C'est plus qu'à ouvrir les portes de ce troisième œil pour accueillir les visions. Mais bon, c'est ce que je disais.
Au début, faut pas forcer, quoi. Enfin, faut faire comme on le sent, mais je veux dire, c'est pas des choses qu'on force. Parce que si ça force, c'est qu'à un moment donné, il y a quelque chose de plus naturel. Et du coup, soit on risque de vivre une expérience pas très agréable, soit à un moment donné, bah, ça marchera tout simplement pas. Je pense à des gens qui veulent à tout prix faire des sorties astrales, et ce qui a été mon cas. Euh, Bah, en fait, il s'est rien passé. Parce que je crois que j'avais pas la bonne intention, et puis surtout, je devais pas être prête. Alors, en fait, les sorties astrales, j'en fais toutes les nuits et puis tout le temps. Puis moi, en fait, je suis très dans l'astral toute la journée, en fait. Mais j'étais dans une attente au début d'un truc. Je veux faire une sortie astrale, je voulais vivre le truc là que tout le monde décrit, tu vois, voir mon corps et tout, tu vois. Et, euh, et voilà, mais en fait, l'intention, elle était pas là parce que je voulais faire ça pour le sensationnel. Je voulais faire ça pour le, tu vois, ouais, pour la sensation, pour le kiff de, voilà, comme dans les films, tu vois. Et l'intention, elle est pas pure quand t'es dans cet esprit-là, tu vois. T'as envie de faire une démonstration, quoi. Mais là-haut, ils sont pas là pour te distraire, c'est pas Disneyland, tu vois. À un moment donné, ils sont là, bah, on n'a pas que ça à faire non plus, quoi. Si ton intention, elle est pas pure, si t'es pas dans un élan du cœur, et si c'est pas dans, si c'est dans une intention de curiosité malsaine, en fait, il y a peu de chances que ça marche. Il y a peu de chances que ça marche. Ça peut marcher, mais c'est pas ce qu'il y a le plus, quoi. Puis c'est comme tout, hein, c'est comme le chemin d'incarnation, la spiritualité, il y a des expériences qu'on est censé vivre aussi, ça rentre en compte dans le processus, tu vois. Donc bah il y a des gens, ils sont censés passer par là et ils font beaucoup de sorties astrales. Euh, voilà, et puis bah il y en a d'autres, pas du tout, ça va passer par autre chose en fait, par d'autres sensations. Donc ce voile-là sur ce chakra du troisième œil, moi je l'entends comme ça. Je l'entends comme juste quelque chose qui va se développer. Mais j'ai envie de dire ça tombe bien parce que les voiles, ils sont amenés à tous tomber. Donc de toute façon, tu vas bientôt finir par ne pas avoir le choix. Et, euh, et voilà, et ça va finir par s'exprimer pleinement. Donc du coup, voilà, prépare-toi pour cette nouvelle aventure. Mais c'est chouette, toutes ces perceptions, elles sont chouettes. J'essaie toujours d'équilibrer mes propos parce que y a des choses qui font peur et puis en même temps, ouais, des expériences qui sont littéralement magiques. Vraiment. Des connexions qui sont déjà parce qu'on est connecté à cet amour-là, cet amour divin, cet amour enfin, qu'on peut pas expérimenter sur Terre. On peut pas. En fait, c'est pas possible. Et voilà, donc oui, c'est magique, clairement. Mais des fois, ça fait flipper, faut s'y être honnête. Et encore une fois, faut tenir en compte le fait que de manière générationnelle, on n'est pas habitué à ces choses-là. Et des fois, le voile, il peut se mettre en place à cause de ça. C'est-à-dire pour ne pas, comment dire, euh, bah parce qu'on a peur de passer pour un fou, en fait, tout simplement. On a peur de, on a peur du regard des gens, on a peur parce que dans notre cerveau, il y a un schéma qui s'est créé et qui fait que, bah oui, mais bon, enfin, si tu vois des morts, c'était pas très bien dans ta tête, quoi. Je veux dire, ça reste quelque chose d'ancré au niveau culturel, je veux dire. Donc, c'est pas forcément hyper facile de lâcher le truc et puis de se dire, ah oui, effectivement, je perçois ci, je perçois ça, c'est pas forcément facile, quoi. Et c'est pas forcément conscient, surtout. Des fois, les voiles et les blocages, ils sont pas toujours très en conscience. Donc voilà, mais bon, en l'occurrence, toutes les choses qui doivent se débloquer se débloquent. Et c'est pour ça que je pense sincèrement que les capacités, euh, on ne les développe pas en fait, elles se développent d'elles-mêmes et on ne force pas le fait de les ouvrir. Parce que c'est pas un processus naturel et que pour moi c'est forcer la nature en fait, tout simplement. Et je suis pas très sûre. Et au-delà de tout ça, parce que je connais aussi beaucoup de gens qui ont voulu forcer leur capacité, par exemple par des consommations de drogue, et bon,
Ça laisse des séquelles, ça marche, mais ça laisse des séquelles et c'est pas toujours des expériences très cool. Donc voilà, faut laisser le temps au temps et accepter que, comme toute chose, c'est un processus, mais ça reste un processus naturel puisque on est tous comme ça et que ça fait partie de nous. Donc comme je le disais au début, c'est des graines qu'on a à l'intérieur de nous, bah les graines, faut bien les laisser germer et ça prend plusieurs années et il y a des choses qui se déclenchent, voilà. Dans mon parcours de vie, c'était pas écrit que je devienne médium à 20 ans parce que c'était pas possible en fait. J'étais sûrement pas en capacité de le gérer, c'est comme ça. Il a fallu que ça soit à tel âge. Et, euh, et de toute façon, la spiritualité, je connais pas grand-chose de plus frustrant que ça. C'est fait de beaucoup de frustration parce qu'en fait, on se rend compte que qu'on doit suivre un plan divin, que c'est pas nous qui avons la maîtrise de quoi que ce soit, que qu'il existe des choses et des processus qui nous dépassent, mais tellement. Enfin, je veux dire, la vie après la mort, par exemple, en soi, enfin, je veux dire, ça nous dépasse. On n'a aucun contrôle là-dessus, tu vois. Donc, je trouve que la spiritualité rend humble parce qu'en fait, elle te fait te rendre compte que t'es tout petit dans cet univers, que t'es pas grand-chose. Et moi, je le dis souvent, je suis juste un outil. Tu vois, je suis pas quelqu'un d'exceptionnel, je suis un outil à leur service. C'est pas totalement la même chose, tu vois. Et ça me remet direct à ma place, en fait. Parce que voilà, et oui, c'est tentant d'avoir de l'ego. Parce que quand tes capacités se développent et que tu vis des trucs de fou, et oui, il y a une partie de toi qui se sent spéciale, tu vois, ça vient aller appuyer sur ces zones-là. Et on passe tous par là, c'est une étape obligatoire. Mais au final, il y a toujours un truc pour te rappeler que bah, t'es pas grand-chose dans le processus. Et puis comme je le disais, tu vois, plus tu vas percevoir et plus tu vas percevoir des choses. Ça, je le disais dans une autre vidéo, quand je parlais de cette petite fille-là. Euh, mais c'est vrai, au bout d'un moment, tu perçois aussi des choses bah, voilà, qui sont pas forcément très cool, quoi. Donc, tu perçois aussi le côté le plus... voilà, enfin, en tout cas, des trucs que t'as pas forcément envie de percevoir. Et c'est là que tu comprends que de toute façon, tout ça, ça te dépasse largement. Et que, euh, et que, euh, et que voilà, t'es un tout petit grain de sable, un tout petit truc. Et que tu peux agir que à ta manière et qu'en fait, ça ne te confère absolument aucun pouvoir de quoi que ce soit. Donc, voilà. En tout cas, c'est ma manière à moi de voir les choses, hein. Mais encore une fois, vous parlez à 10 médiums, vous aurez 10 versions différentes de tout ça, hein. Donc voilà, faut écouter plein de personnes et puis se faire son boui-boui, tester, créer ses prières, s'amuser, pratiquer, avoir confiance, vraiment confiance dans ce qu'on reçoit et croire que c'est possible. Croire. Croire qu'il y a bien des guides, qu'il y a bien des êtres. Faut acter des croyances en fait au début. Ça c'est très important. Et une fois que tu actes des croyances, bah voilà, j'entends, tu vois. Et voilà. Au début tu doutes et puis passer un certain... Comme je te dis, tu demandes 3 fois. Oh mais non mais c'est trop mignon Anaïs. Je suis absolument pas exceptionnelle. Enfin si, mais alors du coup on l'est tous, tu vois. Et t'actes, tu doutes, tu demandes les guides, vous me confirmez ça 3 fois s'il vous plaît. Une fois que les 3 fois elles sont faites, tu actes. Et tu reviens pas dessus. C'est fini. Si on me dit que ton guide il s'appelle comme ça, tu remets pas en question derrière sans arrêt, tu vois. Ça c'est hyper important. Il faut acter les croyances. Sinon c'est pas la peine. Sinon tu remets tout le temps en question et moi je connais des gens comme ça qui arrivent pas en fait parce qu'ils remettent tout le temps en question là, tu vois ce qu'ils reçoivent. Et du coup bah ça, tu tournes en boucle. Alors que si tu actes, c'est bon. Après c'est pas. Et après tu passes à un autre niveau, à un autre truc, tu vois. Et tu fais exactement la même chose. Et au début tu vas douter. Et puis voilà. Et c'est voilà. Puis bah après, de toute façon, t'es sur un cheminement où tu vas forcément rencontrer des médiums, rencontrer des gens qui vont t'apprendre des choses, qui vont te dire des trucs. Voilà. Moi, comme je le dis souvent, j'ai commencé par la clairaudience
pour qu'au final je vois des médiums qui me disent ah mais t'es clairvoyante, sauf que moi j'avais pas de flash, donc je me disais je comprends pas ce que vous me dites. Et puis en fait pour comprendre que bah si j'ai une connexion à l'avenir, moi qui est complètement dingue, mais ce depuis toujours. Par exemple un trait de caractère pour prouver qu'on a ça depuis toujours, c'est que moi je lis la fin des livres. C'est-à-dire que la meuf elle est tellement pressée de connaître l'avenir qu'elle elle termine même pas son livre. Je lis la fin, même sur les polars, tout ce que tu veux. Je regarde une série, il faut que j'aille regarder le résumé pour connaître les épisodes avant de le voir. Tu vois? Et en fait, tout ça, c'est des déformations de mon caractère, mais qui sont directement liées à mes capacités. C'est-à-dire que moi, je suis connectée à l'avenir en permanence. Et ça fait que c'est des choses qui sont très très compliquées chez moi à travailler parce que je dois toujours être amenée à l'instant présent et arrêter d'être sans arrêt dans la projection future. Mais j'ai passé les 3 quarts de ma vie à être dans le futur en fait en permanence, à anticiper beaucoup, à voilà. T'as les traits de caractère de ta capacité la plus forte, on va dire. Tu vois, celle qui est la plus prégnante chez toi, on va dire ça. Donc voilà quoi. Et je n'ai jusqu'ici rencontré personne qui lisait les livres à la fin, qui commençait un livre par la fin, tu vois, surtout les polars. Enfin, ça n'a aucun sens. C'est tellement débile comme concept. Mais voilà, moi c'est des choses que j'aimais bien faire. Donc voilà. Bon, les filles, faut m'arrêter, parce que moi je suis bavarde, hein. Faut m'arrêter, parce que je peux parler jusqu'à 3 heures du matin, et personne n'a envie de ça, personne n'a envie de ça. Donc voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'aime bien le voir flou en tout cas. C'était très perspicace, je trouve. En plus, elle s'exprime comme ça parce que moi j'aurais pu l'exprimer comme ça. Les premiers flashs que j'ai eu, effectivement, ils étaient flous. Comme comme quand tu vois pas bien dans la vie en fait et que t'as un truc devant les yeux quoi. Donc j'arrivais pas bien à discerner je voyais les formes, je voyais les couleurs, mais j'arrivais pas trop à distinguer des visages. Et voilà quoi. J'aimerais tellement le savoir, Seigneur. Bah ça, tu vois, c'est un bon exemple de choses qui ne marchent pas comme ça, tu vois, sinon ça serait trop facile. Ce serait trop facile. Mais si je les ai un jour, si je fais tourner, c'est sûr. Mais ouais, non, ça marche pas comme ça. Surtout sur la clairvoyance, je pense. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je le ressens moi. Bah, ça, tu le sauras. Ce qui prime chez toi, tu le sauras pendant ton cheminement. Je te dis, tu vas voir, tu vas récupérer des souvenirs, des trucs qui vont remonter et tout, tu vois. Mais la clairvoyance, je pense que c'est la capacité qui nécessite le plus d'ancrage. Parce que ça confère ça confère vraiment un pouvoir, en vrai. Ça confère vraiment un pouvoir. Euh, et c'est pas anodin d'ailleurs, tu vois, parce que moi j'ai une personnalité assez autoritaire, tu vois, je suis bélier en plus, tu vois, donc je suis sanguine, tu vois, et c'est vrai que ça m'a rendu ouf plus d'une fois de pressentir des choses, de dire ah putain mais je le savais, mais si mais ça je le savais, mais je te l'ai dit que je le savais, tu vois, dans tous les domaines de ma vie. Bon, dans ma vie amoureuse on n'en parle même pas, mais ça confère une sorte de pouvoir et d'autorité et forcément c'est en lien avec un gros travail sur l'ego. Enfin vraiment quoi. Un gros travail sur l'ego donc ça va de pair. C'est le cas pour toutes les capacités, mais je crois que la clairvoyance, c'est sûrement la capacité qui le fait le travailler le plus. Parce que c'est pas donné à tout le monde de, de, de percevoir des informations de l'avenir, en fait. Tu vois, c'est pas donné à tout le monde. Donc forcément, ça, ça fait travailler beaucoup de choses, quoi. Mais
Le fait de savoir la capacité qui prime le plus chez nous, c'est vraiment quelque chose que tu as au fur et à mesure du temps, du cheminement et des réminiscences. Parce qu'en fait, je crois vraiment que ça passe par là et je crois vraiment que c'est les énergies qu'on vit en ce moment. C'est-à-dire qu'on récupère tellement des parts de nous, euh, des parts d'âme en fait, vraiment, que du coup, c'est euh, c'est inévitable. C'est vraiment inévitable. Et en récupérant ces parts de nous, du coup, on récupère des souvenirs de choses qu'on avait finalement l'habitude de faire ou de vivre. Donc ça peut être par exemple une part de guérisseur, parce que tout ça c'est très en lien avec ta mission de vie, au final, tu vois, les capacités. Enfin, faut vraiment voir ça comme une boîte à outils, tu vois. Ta clairvoyance, ta clairaudience, c'est au même titre que savoir faire du reiki ou savoir faire, je sais pas moi, de l'astrologie ou ce que tu veux comme méthode de soin, du magnétisme tout bête. C'est vraiment une boîte à outils, c'est une valise que t'as, tu vois. Et, euh, et dans cette valise, tu vas aller piocher des choses. Ça définit pas la personne que tu es finalement. Euh, Moi, par exemple, là on parle de clairvoyance et tout, mais je dirais que ma mission d'âme, c'est pas d'être clairvoyante. Ma mission d'âme, c'est, euh, je pense, d'être une passeuse d'âme en fait, davantage, tu vois. Parce que les passeurs d'âme, ils aident les gens dans les transitions, ils aident les défunts à passer de l'autre côté, ce que je fais aussi. Voilà. Donc, tu vois, la capacité de clairvoyance ne me définit pas. Et je pense que, en l'occurrence, Laurence, c'est pareil. C'est une fois que tu as trouvé ta mission, ce pourquoi tu es faite. Tu vois, il y en a, c'est des chamans. Bonne nuit, Anaïs. Bisous. Et merci d'être passé. Il y en a, c'est des chamans. Il y en a, c'est des guérisseurs. Il y en a, tu vois, une fois que t'as ce truc-là, en fait, tu te rends compte que un chaman, il est sûrement tout aussi clairvoyant, qui fait de la clairsentience ou qui fait de la clairaudience. Tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est vraiment ta boîte à outils. Mais le pourquoi, le à quoi tu sers, le, euh, le but, ta mission d'âme, le pourquoi tu t'es incarné sur cette terre, euh, c'est ça qui fera le reste, quoi. Qui fera le reste, vraiment. Donc, j'ai envie de dire, vive la découverte de, de tous ces dons cachés et de cette fameuse mission et du pourquoi l'incarnation, quoi. Ça va être chouette comme découverte. Moi, je pense que ça va être chouette. On a hâte, Laurence, on a hâte. Enfin, moi, j'ai hâte. J'ai hâte. Il va falloir qu'on se tienne au courant. C'est important. Oh là là. Les numéros de l'euro-million, on aimerait tous les avoir, hein. Ça, c'est sûr. Bon, en tout cas, je pense qu'on aurait fait un live bien rempli. Bien, bien, bien rempli. Merci, merci, merci beaucoup, beaucoup. Merci beaucoup, Laurence, de ta présence, de tes questions. Merci à toutes les personnes qui sont passées. Et puis voilà, ma foi. Je pense que on va pouvoir s'arrêter là. Et puis, franchement, n'hésitez pas à me transmettre des questions là, s'il y a d'autres questions qui émanent sur ces questions-là, sur tout ce qui est ressenti, développement, confiance et tout ça. N'hésitez pas à me les retransmettre en MP ou sur WhatsApp ou tout ça. N'hésitez pas parce que du coup, comme ça, moi, ça me permet aussi de mettre en place des thématiques de live et puis de pouvoir en parler. Euh, ça peut être, ça peut être sympa. Donc voilà.
Ou s'il y a des choses que vous voulez plus que je traite, ou je sais pas, par exemple, peut-être plus quelque chose sur les défunts seulement, enfin voilà. C'est des choses qu'il faut pas hésiter à me transmettre. Voili voilou. Bah, merci beaucoup Laurence, vraiment. Merci. Ce fut un agréable moment, ma foi. Bah si, c'est important. Si, c'est important, mais je suis vachement en quête de ça. Surtout, n'hésitez pas à dire s'il y a des sujets que vous voulez aborder. Si je peux pas répondre, je peux pas répondre, mais si je peux, voilà quoi. C'est tout bénef pour vous comme pour moi, donc faut pas hésiter. Puis j'aime bien le concept du live, c'est sympa. Après, n'hésitez pas aussi à me dire s'il y a un autre horaire qui vous arrange. Si celui-là c'est trop tard, je peux peut-être essayer de m'arranger pour le faire à une autre heure. Mais c'est vrai que bah, c'est une heure où mon fils il est couché, donc je suis tranquille. Mais bon, on peut trouver des solutions pour modifier. Donc voilà. Voilà, voilà. Bon bah écoute, parce que du coup, cette fois c'est la bonne. Je te laisse, Laurence, je t'embrasse, je te remercie infiniment de ta présence, de tes questions, de ton soutien. Et puis de toute façon, on se dit à très très vite. Jeudi, il y a un autre live, donc bah, on se reverra peut-être jeudi. Et puis sinon, on se tient au courant de toute façon. Je vous fais plein 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 de bisous. Et merci, merci, merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Voilà.